Comédia de l'ESSEC a l'honneur de vous présenter un épisode de C'était mieux avant. Il s'agit de l'enregistrement d'une conférence que donne un ancien ou une ancienne membre de Comédia pour l'association et qui présente un parcours post-ESSEC atypique, le plus souvent versé dans le monde du théâtre et de la culture. L'idée est donc de mettre en lumière des parcours inspirants qui sortent des sentiers battus de la finance ou du conseil. Si tu te poses des questions sur ton orientation post-diplomation et si tu ne te reconnais pas toujours dans les modèles classiques de réussite de l'ESSEC, alors cette conférence est faite pour toi. Moi, au début, j'étais hyper idéaliste en me disant « Ouais, trop bien, je vais pouvoir faire de la collaboration au cinéma. » Pas du tout. En fait, mon taf à l'origine, c'était d'organiser des événements culturels. Donc, du cinéma, on fait des ciné-clubs par exemple, mais des expositions, des concerts, des conférences. Et en fait, du coup, mon travail ici, enfin en tout cas avant le confinement parce que ça a tout changé, c'était en gros d'organiser une programmation culturelle tous les mois. Pour notre 6e épisode, nous accueillons Julie Lofi, diplômée de l'ESSEC en 2017. Actuellement chargée de mission culturelle à l'Alliance française de Kuala Lumpur, en Malaisie, elle organise des événements culturels qui promeuvent à la fois la culture française et les relations culturelles entre la France et la Malaisie. Je vous laisse la découvrir. Moi, j'ai fait 6 ans d'études à l'ESSEC. Ça fait beaucoup. Mais bon, pour vous remettre un peu dans le contexte, etc., en fait, ça fait très, très, très longtemps. Moi, je suis fille d'expat. Donc, j'ai grandi à Istanbul. Même si j'y suis pas née, mais je suis arrivée petite. Et ensuite, on est parti au Maroc avec mes parents, à Casablanca. Et donc, j'ai tout de suite été plongée dans un environnement étranger. Et en plus dans des pays où la culture ne manque pas, notamment archéologiquement. Et ça, mine de rien, mes parents nous avaient un peu tirés par la main à droite à gauche pour aller voir tous les sites archéologiques pas du Péloponnèse, mais de Turquie, grec et romain, et puis Hittite, et je vous en passe, c'est des meilleurs. Et en fait, ça, mine de rien, ça a quand même eu un gros impact sur moi. Parce que j'avais beau pas aimer ça sur le coup, quand je suis rentrée en France, c'était vraiment ce qui m'a marqué, quoi. Et donc, rapidement, je suis rentrée en France, j'avais 10 ans. Rapidement, j'ai un peu commencé à rêver de ça et je me suis un peu dit « Oh putain, j'aimerais bien avoir la vie d'Indiana Jones. » Voilà, ça commence tôt. Et ensuite, donc j'ai fait un collège-lycée tout à fait normal, sauf que j'ai fait un collège-lycée international quand on est rentré en France. Donc j'ai passé le bac international et anglais donc, et je voulais absolument devenir archéologue, sauf que je savais pas du tout comment faire et du coup je suis arrivée en prépa HEC. Vous me demanderez mais qu'est-ce que ça fout là? Et en fait je ne sais pas non plus. C'est-à-dire que j'avais la possibilité d'aller en Angleterre à ce moment-là parce que donc j'avais passé le bac anglais et je voulais en fait, j'étais sur les starting blocks pour aller à Cambridge et à Oxford. Sauf que ça n'a pas marché du premier coup. Ensuite, je me suis dit, bon, je vais essayer Sciences Po. Ça n'a pas non plus marché. Je voulais vraiment pas du tout aller à la fac parce que je savais bien que je ne pouvais pas faire les choses toute seule. J'avais besoin qu'on me botte le cul, quoi, pour travailler. Et je voulais pas aller en Cagne parce que ma sœur avait fait Cagne et avait détesté. Donc, qu'est-ce que j'avais fait ES. Donc, qu'est-ce qui me restait? Il me restait la prépa éco. Et je voulais faire BL, mais je l'ai pas eu. Donc, je suis arrivée en prépa en me disant putain, mais qu'est-ce que je fous là? C'est nul, je m'ennuie. Et ça n'a pas loupé, ça ne m'a pas du tout intéressée. Mais j'avais pas l'énergie en fait de faire autre chose parce que j'avais la possibilité de partir en Angleterre à ce moment-là, mais j'ai pas eu l'énergie de le faire. C'était trop compliqué. Et puis, j'avais pas la maturité, je pense. Et du coup, on a cherché des solutions avec ma prépa qui était plutôt assez acceptante. En fait, j'étais à Notre-Dame-du-Grand-Champ à Versailles, qui, sous ses airs très conservateurs, en fait, aide plutôt beaucoup ses élèves, et avec mes parents. Et donc, en fait, on a trouvé la solution ESSEC École du Louvre. L'idée, c'était, tu arrives à l'ESSEC et puis tu fais l'école du Louvre. Voilà. Et donc, c'était mon objectif en première année de prépa. J'avais 4 de moyenne et je voulais aller à l'ESSEC et faire le double diplôme avec l'école du Louvre. J'étais pas folle du tout. Et donc j'ai fini par réussir. Je sais toujours pas comment j'ai fait. J'ai fini par avoir des super notes en maths, moi qui n'étais pas du tout mathématique. J'ai fini par arriver à l'ESSEC. Donc première étape faite. Mais je savais que l'ESSEC m'intéresserait pas. Et effectivement, ça ne m'a pas intéressée. Et en fait, j'ai fait ma première année qui était vraiment très très compliquée pour moi parce que j'étais terrorisée, quoi.
J'arrivais dans un monde que je connaissais pas, je comprenais pas, je savais pas ce que je foutais là, et j'étais tellement terrorisée que je me suis cassé la cheville. Et en sortant du RER d'ailleurs. Et en fait, donc j'ai loupé tous mes recrutements d'assaut. J'ai rien eu. J'ai passé Comédia. Je voulais une seule pièce, je voulais le cas. Et je ne l'ai pas eu. Et je ne savais pas que les impros existaient. Et du coup, je suis arrivée en novembre-décembre, pas d'amis, pas de teuf, pas de way, pas d'intégration, rien. Donc c'était vraiment dur, très très dur. Et puis finalement, j'ai fait mon stage ouvrier chez IKEA. Et là, il y avait des comédiens. Et du coup, on a bien sympathisé. Et une des filles m'a dit, mais tu sais, il y a les impros. Et tu devrais venir voir, c'est sympa. Et puis, c'était l'époque où les impros, ils acceptaient tout le monde en cours d'année. En fait, c'est ce que disait Richard l'autre fois. C'est-à-dire que je suis rentrée aux impros en même temps que Richard, en fait. Qui était que, voilà, tu pouvais juste te ramener et puis c'était tout. Donc, j'ai fait ça et je suis arrivée à Comédia. Et là, ça a complètement changé ma vie. Donc, je suis arrivée à Comédia en janvier 2014. Donc, là, janvier de ma pays. Et là, j'ai trouvé des gens avec qui je me sentais bien, avec qui on rigolait bien. Enfin, j'étais quand même très terrorisée. Hein. Et en fait, donc j'ai passé 6 mois à rattraper les 6 mois de déprime que j'avais eu. Et donc j'ai à peu près fait la teuf 5 fois par semaine, je crois. Et entre-temps, je préparais donc les concours de l'école du Louvre. Parce que c'était quand même mon objectif. L'idée étant que si j'avais pas l'école du Louvre, ben, je ne resterais pas à l'ESSEC. Parce que l'ESSEC ne m'intéressait pas. J'ai fini par majorer les concours de l'école du Louvre et donc je me suis dit, bon, eh ben maintenant j'y suis. Qu'est-ce que je fais? Et donc je suis arrivée à l'école du Louvre et donc là c'était un peu bizarre parce qu'en fait, à la fin du coup de ma première année, j'avais voulu faire le bureau Comédia. Mais parce que je savais que j'allais passer l'année d'après à l'école du Louvre et que je n'en étais pas cachée, j'avais pas été élue. Donc c'était un peu bizarre parce que ça coupait un petit peu mes liens avec Comédia. Mais là, à ce moment-là, j'ai été dans une pièce, donc les exercices de style. Et on s'amusait beaucoup. Enfin, c'était une pièce où vraiment je me suis vraiment bien tapé des barres et c'était génial. J'étais avec une troupe de gens complètement fous. Et en fait, ce qui fait que je passais tout mon temps à Paris en cours. Et à peu près, du coup, 2 soirs par semaine à l'ESSEC, à Cergy. Et en plus, moi, dans tout ce bordel, j'habite à Versailles. Donc c'était très compliqué, mais en même temps, j'aimais ça. Et en fait, Comédia, c'était le truc où j'avais des amis, où je m'amusais enfin un peu. Alors que l'école du Louvre, très franchement, l'ambiance à l'école du Louvre, c'était l'horreur. C'était très, très, très compétitif. Et personne n'était gentil. Mais les cours étaient géniaux. Donc ça, c'était très sympa. Et là, j'ai fait une double spécialisation au départ. Je ne rêvais que du Japon. Et donc, j'avais fait le programme Hirakata en première année, en pensant que de toute façon, je ne pourrais pas partir au Japon, mais j'avais quand même appris le japonais parce que je voulais le faire. Et donc, je suis arrivée à l'école du Louvre en me disant, je veux faire de l'archéologie japonaise. Sauf que, en fait, le cours n'était pas disponible cette année-là. Et donc, j'avais fait une autre spécialisation en me disant, bon, si jamais, et c'était la spécialisation cinéma. Donc, finalement, archéologie japonaise n'étant pas là, je suis restée sur ce cinéma, j'ai abandonné le Japon. Et j'ai fini ma première année à l'école du Louvre en devant redoubler ma première année. Donc, redoubler une matière, en fait. Sauf que moi, je ne pouvais pas redoubler ma matière parce qu'il fallait que je parte au Japon. Vu que j'avais finalement réussi à négocier pour partir au Japon parce que miraculeusement, j'avais eu les notes qu'il fallait en première année pour partir au Japon, mais j'avais réussi de décaler d'1 an. Enfin, c'était tout un bordel. Et entre-temps, j'avais fait un premier stage de 2 mois, donc à l'été, entre ma pays et ma première année d'essai, que j'avais fait un stage dans le luxe, qui ne m'a pas du tout intéressée. Où j'étais vendeuse chez Guerlain et je vendais du parfum. Alors, ça a découvert une chose, c'est que j'aime le parfum, et une deuxième chose, c'est que je déteste vendre des trucs. Donc bon, l'idée, c'était en fait de me dire, éventuellement, le luxe, ça m'intéresse. Donc, si j'ai envie de faire quelque chose de plus intéressant dans le luxe plus tard, il faut que j'ai au moins une expérience un peu de terrain pour avoir de la crédibilité. Sauf qu'en fait, ça m'a complètement ôté l'envie de faire du luxe. Donc j'arrive en fin de première année de L1, donc à l'école du Louvre. Je dois redoubler une matière qui était censée être redoublée en septembre, sauf que je pars au Japon. Et donc là, j'ai fait le stage Hirakata classique au Japon. J'y suis restée 6 mois. J'ai fait et là, j'ai fait des stages dans les musées.
parce que c'était un peu ce que je voulais. Donc, j'avais fait l'école du Louvre, on s'est dit, bon, musée, c'est intéressant. C'était pas intéressant du tout, mais je m'en foutais parce que ce que je voulais, c'était apprendre le japonais. Je voulais vivre avec les Japonais, je voulais vivre au Japon. Et puis, bon, toute expérience était bonne à prendre, même si très franchement, j'étais payée des 1000 et des 100 et je foutais rien. C'était très bien. Et je pouvais visiter le Japon autant que je voulais. Donc ça, c'était bien. Mais du coup, je me suis tellement éclatée au Japon, et puis c'était la première fois que je partais de chez moi, parce que auparavant, j'avais toujours vécu chez mes parents à Versailles. Ils n'ont jamais eu l'argent en fait pour que je puisse vivre à Cergy-Pontoise. Et donc, ça voulait dire que je rentrais tous les soirs chez moi avec 1 heure de transport et tout. Enfin, plus en passe, c'est des meilleurs. Et donc, le Japon, c'était vraiment le premier moment où j'étais toute seule et où j'avais mon argent et je pouvais faire ce que je voulais. Et ça a été vraiment un moment charnière parce que c'est le moment où j'ai, je pense, mûri vraiment. Et quand je suis rentrée, j'avais enfin une idée peut-être en tout cas, ce dont j'étais capable et ce qui m'intéressait. Et en même temps que j'étais au Japon, parce que je fais toujours 20 000 trucs à la fois, j'étais secrétaire au bureau Comédia. Donc, je suis rentrée à l'ESSEC en janvier 2015, je crois. Et donc là, c'était la grosse dépression parce que je n'avais toujours pas l'ESSEC, hein, ça n'avait pas changé. Mais j'étais secrétaire au bureau, j'avais un bureau avec des gens que j'aimais énormément. Et donc, ça a fait passer la pilule, et puis j'ai pu attendre jusqu'à la fin de l'année, et puis on s'est amusé à faire des trucs, on a lancé les 24 heures play, c'était rigolo. C'était une super expérience et j'ai adoré ça. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, j'ai envie de tester le théâtre, parce que là, le théâtre, c'est le truc qui m'a plu. Et oui, et puis je jouais dans une pièce aussi au même moment. Je jouais dans les 6 personnages en quête d'auteur. Donc, parce que je suis rentrée en décembre, donc ça fitait à peu près niveau répétition. Et donc, là, je me suis dit, bon, le théâtre, c'est chouette, j'ai vraiment très envie de continuer là-dedans, mais je ne sais pas trop quoi faire. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, j'ai fait le bureau, j'ai été comédienne, j'ai fait de l'impro, bon, faisons de la mise en scène. Donc, avec Jean de Malartic, on s'est dit, on va le mettre en scène tous les deux. Et on s'est dit, parce qu'on était un peu fous, qu'on allait faire de la mise en scène d'une pièce en vers de Corneille, Rodogune. Une pièce que personne ne connaissait, sauf nous, et qui était vraiment un gros défi technique et esthétique, mais c'était super chouette, on s'est hyper amusé. Et donc, à la fin de ma 3e année, je suis partie au Festival d'Avignon en me disant, bon, voilà, je veux faire du théâtre, je veux voir à quoi ça ressemble, je veux voir comment je peux me professionnaliser là-dedans, quel endroit plus intéressant pour moi, Avignon. J'avais pas d'argent, donc j'étais forcée de faire un stage à Avignon. Je pouvais juste pas y vivre, en fait. J'avais pas d'endroit où me loger, ça coûtait trop cher. Donc j'ai fait un stage dans un petit théâtre de rien du tout. Et je me suis éclatée. En gros, je faisais de l'accueil du public, mais en gros, je vendais des cafés, je discutais avec les acteurs, c'était trop bien. Et après, j'allais voir des pièces. Donc c'était merveilleux, c'était vraiment une super expérience. Et ça a débouché sur, je me suis tellement bien entendue avec un metteur en scène du coup, qui m'a proposé qu'on travaille ensemble à l'avenir. Donc, j'étais sur des petits nuages. J'ai oublié de vous dire que j'avais redoublé une matière en école du Louvre et je l'ai redoublé une 2e fois parce que je n'ai pas réussi. Et donc, je suis rentrée à l'école du Louvre en Master 1, Master 2 parce que du coup, à l'époque, on faisait une année ESSEC, une année école du Louvre en licence 3, une année ESSEC et puis une année école du Louvre, Master 1, Master 2 la même année. Et donc, je suis arrivée en Master 1, Master 2 à 40 heures par semaine sans savoir si j'allais y rester, parce que je passais les rattrapages en septembre. J'ai fini par avoir 10, ce qui était vraiment un miracle, et je suis restée. Et là, donc, ça a été l'année la plus folle de toute ma scolarité, qui était que donc, je mettais en scène, j'avais 40 heures de cours par semaine, j'avais des partiels où il fallait tout apprendre par cœur, et surtout ne pas réfléchir, et tout régurgiter en janvier. J'avais un stage de 6 mois à faire à la fin de l'année. J'avais donc des rattrapages à faire parce que je n'avais pas réussi mes premiers partiels. Et j'avais un mémoire à écrire. Donc, c'était très long et très compliqué. Mais je crois que je ne me suis jamais autant éclatée que cette année-là. Parce que la mise en scène, c'était génial. Et on s'est vraiment, vraiment amusé avec Jean. Parce que j'ai fait un stage en fait en production de cinéma qui m'a ouvert les yeux et que j'ai adoré faire. Où en fait on était une toute petite équipe. Enfin, pour vous dire pourquoi j'ai fait un stage en cinéma, donc j'avais fait du théâtre. Je trouvais ça trop bien, mais je me suis dit, bon, c'est pas très viable le théâtre, j'ai envie de voir ce qui se passe en cinéma.
Et je me suis dit, c'est quoi le nerf de la guerre? C'est quoi l'endroit où je peux vraiment voir le maximum du cinéma? Je me suis dit, la production. Ce qui était le cas, en fait. Et du coup, j'ai bullshité total un producteur de cinéma qui avait un rush absolu et qui avait besoin d'un stagiaire no matter what. Je lui ai fait croire que je savais des choses en cinéma juste parce que je suis très cinéphile et que j'avais fait la spécialité cinéma à l'école du Louvre. Et j'ai été prise sur un complet malentendu. Et en fait, je me suis éclatée et on a très bien marché. Donc, on était 3 à 4 personnes, ça dépendait des jours, sur 3 films à la fois. C'était vraiment, vraiment beaucoup. Et on faisait donc l'un des films, le film qui était en tournage au moment où j'étais, c'était un documentaire qui se passait au Groenland. Donc l'équipe de tournage était au Groenland, c'était un bordel inimaginable où l'équipe de tournage ne parlait pas anglais parce qu'elle était française. Les Groenlandais, le Groenland c'est le Danemark, donc on se dit les Groenlandais ils parlent danois, mais non ils ne parlent pas danois, ils parlent groenlandais, et donc ils ne parlent pas anglais non plus. Et donc c'était un bordel, et heureusement on a trouvé une personne qui parlait et danois et anglais et groenlandais, qui en fait était mi-danois, mi-groenlandais, qui avait fait des études à l'étranger, qui était vraiment le point pivot de cette histoire. Et donc j'ai passé 6 mois à sous-titrer des rushs en groenlandais avec la seule personne en France qui parlait ce patois de groenlandais-là et le français, et qui pouvait sous-titrer des rushs, parce que comment vous montez un film si vous ne comprenez pas ce qui se dit dedans, même si c'est dans une langue que 3000 personnes parlent dans le monde. J'ai acheté des drones, et puis j'ai vu en fait toutes les étapes de production d'un film qui étaient vraiment de l'écriture, de l'idée, quoi, et donc toutes les étapes d'écriture, et puis ensuite la pré-prod, le tournage, la post-prod, etc., etc. Donc ça, c'était vraiment génial, et là je me suis dit, ok, c'est bon, c'est ça que je veux faire. Je veux faire du cinéma maintenant. Sauf que, il fallait bien que je finisse mes études. Et donc, j'ai fini par arriver à faire tout ça, à rendre mon mémoire, à avoir une bonne note, à finir l'école du Louvre et à ne pas faire un burn-out. C'était pas loin. Et je suis retournée à l'ESSEC. Sauf que j'aimais tellement pas l'ESSEC et j'étais tellement déprimée à l'idée d'être née que je voulais absolument faire le moins possible, quoi. Et donc là, j'ai fait un stage à mi-temps, parce que l'ESSEC permet de faire des trucs absurdes comme des stages à mi-temps, dans une société de photo. C'était c'était donc une agence de photo. Donc une agence, ça représente donc des photographes. Donc là, il y en avait une centaine, je dirais, de tous les pays du monde. Et en fait, notre boulot, c'était de récupérer les photos des photographes et de les vendre à la presse, ou bien de vendre des projets. Et donc moi, mon boulot, c'était de faire de la rédaction. Donc je voyais les photos et puis en fait, je devais donc faire un peu de rédaction dessus pour la vendre. Et ça, c'était hyper amusant. J'avais pas grand-chose à faire. Je me suis fait pote avec des photographes. On s'est tapé des énormes bars tous les après-midi. Et puis surtout, j'étais pas trop souvent à l'ESSEC, ce qui était ce que je voulais. Et puis je gagnais un petit peu d'argent. Et puis finalement, ça s'est fini en janvier. Donc là, je suis retournée full-time à l'ESSEC. Sauf que je crois que j'ai tellement détesté que je me suis cassé les 2 chevilles au bout d'1 mois. Et je crois que je pouvais plus, quoi. Je supportais plus. Mais ce qui me faisait tenir, c'est que donc ce fameux metteur en scène que j'avais rencontré à Avignon m'a proposé de faire une mise en scène avec lui et de la régie. Et donc, on a passé 6 mois à Montéignon. Et donc, lui était en Bretagne, donc moi j'étais à Cergy, mais on s'appelait tout le temps, on était en Skype tout le temps, et on avait vraiment un processus créatif ensemble. Et on a fini par faire cette fichue pièce, partir à Avignon, et monter la pièce à Avignon, faire toute la régie, les lumières, le truc et le machin. Et donc, j'ai passé 1 mois à Avignon à être full-time dans une pièce. Et en fait, ça s'est hyper mal passé. Parce que, en fait, la pièce ne marchait pas. Et c'est ce que disait Chloé la dernière fois. C'est-à-dire que quand tu es dans une pièce à Avignon, que tu as mis tes sous là-dedans, que tu as mis tout le temps, et que ta pièce ne marche pas, vraiment, c'est l'horreur. Parce que du coup, tu passes ta vie dans les rues à essayer de parler aux gens et de dire aux gens de venir, sauf que les gens ne viennent pas. Et donc, ton moral se détruit petit à petit, et ça s'est vraiment très très mal passé. Et du coup, moi j'avais qu'une idée, c'était de partir de là. Je me sentais en prison à Avignon, moi qui avais tellement aimé Avignon 2 ans avant, comme quoi. Et là, je me suis dit, bon, j'ai un stage de fin d'études à faire à l'étranger. Qu'est-ce que je peux bien faire? J'ai envie de faire du cinéma, il faut que je le fasse à l'étranger, il faut que ça passe 6 mois. Et encore sur un truc absolument miraculeux, j'ai fini donc à l'ambassade de France à Taïwan, et donc auprès de l'attaché audiovisuel. Donc l'attaché audiovisuel dans une ambassade de France, c'est la personne qui s'occupe à la fois de montrer
le cinéma français dans un pays, mais à la fois de la collaboration aussi. Donc, par exemple, comment est-ce qu'on travaille avec un réalisateur taïwanais et un producteur français pour faire un film franco-malaisien. Ça peut être ça, par exemple. Ou organiser des séquences, enfin des cycles de films français dans une médiathèque, dans une cinémathèque, etc. Ou des films d'arrêt d'essai. Et donc, j'ai passé 6 mois à Taïwan. Et là, j'étais enchantée. Parce que mon équipe était incroyable, parce que c'était vraiment chouette à faire, parce que j'ai rencontré tout l'écosystème du cinéma à Taïwan. J'ai rencontré des milliers de producteurs, enfin des milliers, non, mais beaucoup de producteurs français qui étaient intéressés par produire des choses à Taïwan. Et donc, c'était trop bien parce que moi, j'avais besoin de rencontrer des producteurs pour me dire, bon, bah voilà, je veux faire du cinéma et je peux appeler ces gens en rentrant en me disant, donnez-moi du taf. Et puis en plus, j'avais une recherche de fond pendant tout ce stage. C'était ma mission principale qui était de faire une cartographie de l'écosystème cinématographique à Taïwan. Donc ça veut dire que je rencontrais tout le monde, que j'interviewais tout le monde et que j'écrivais un document qui allait servir du coup au ministère des Affaires étrangères sur la cartographie de Taïwan. Donc c'était trop bien. Et je me suis dit, bon, bah, je veux faire ça. Comment je fais ça? Et je ne voulais pas passer de concours parce que les ambassades, il faut passer des concours et c'est bon, j'en ai assez passé dans ma vie. Et en fait, la bonne solution que j'avais, c'était le VIA, qui sont en fait, en règle générale, très utilisés dans les secteurs culturels des ambassades parce que ça coûte moins cher, tout bêtement. Et donc, j'ai postulé à environ, je pense, une bonne centaine de VIA en rentrant de Taïwan. Et j'ai commencé à postuler, j'étais encore à Taïwan. Je crois que j'ai commencé à postuler, c'était en novembre et j'étais arrivée à Taïwan en septembre, pour vous dire. Donc, j'étais vraiment très, très, très motivée. Et en plus, comme ça s'était hyper bien passé à Taïwan avec mes équipes, ils m'ont beaucoup soutenue, ils ont appelé les responsables, ils m'ont donné des jours de congé quand j'avais besoin de passer des entretiens, etc., sans me poser de questions. Et donc, j'ai fini par décrocher mon VIA en Malaisie. Et du coup, je suis partie en VIA en juin et j'ai diplômé en juillet. Alors que ça faisait 2 ans que je n'avais pas mis les pieds à l'ESSEC et que moi, je considérais que j'étais diplômée depuis longtemps, mais bon, problème administratif. Et donc, je suis arrivée ici. Et ici, moi, au début, j'étais hyper idéaliste en me disant « Ouais, trop bien, je vais pouvoir faire de la collaboration au cinéma. » Pas du tout. En fait, mon taf à l'origine, c'était d'organiser des événements culturels. Donc, du cinéma, on fait des ciné-clubs par exemple, mais des expositions, des concerts, des conférences. Et en fait, du coup, mon travail ici, enfin en tout cas avant le confinement parce que ça a tout changé, c'était en gros d'organiser une programmation culturelle tous les mois. Et avec donc à chaque fois 4 ou 5 événements par mois, voire plus. Et notamment un énorme événement d'1 mois et demi qui se passait normalement du 16 mars au 25 avril, c'est-à-dire les dates du confinement en Malaisie, donc ça a été annulé, qui s'appelle le French Festival et qui est donc, on montre 15 films. Donc on achète les films, on les montre dans un cinéma partenaire, on fait venir 3 spectacles. Et puis ensuite, on fait une exposition aussi d'ailleurs. Et puis ensuite, on travaille avec tout l'écosystème français en Malaisie culturel pour faire plein d'ateliers de type faire du pain, le parfum, les trucs et les machins, donc un truc très sympa. Sauf que tout ça, ça a été arrêté. Et donc maintenant, là, mon travail se transforme complètement et je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler à l'avenir, mais on va passer au tout online. Donc, toujours est-il que donc ce travail, c'est très bien, mais en fait, c'est pas non plus ce que je veux faire. Et en fait, là, je me dis, j'ai envie de finir ce travail parce que j'ai besoin de le faire et parce que c'est intéressant pour moi, parce que ça fait une bonne expérience. Mais en fait, j'ai envie de rentrer en France et j'ai envie d'avoir un métier vraiment créatif et d'être dans la création très souvent. Alors que là, il y a une partie créative qui est très sympa, où tu te dis, trop bien, on va faire cet événement, j'ai une super idée de concept. Mais après, il faut l'organiser, quoi. Et je sais faire. C'est sympa, mais c'est pas le truc de ma vie. Voilà à peu près où j'en suis. Donc, si vous avez des questions, avec grand plaisir. J'espère que j'étais pas trop longue. C'était quoi ton sujet de mémoire? Alors, c'était sur justement l'un des films qu'on produisait quand j'étais en prod. Alors, ça aussi j'ai bullshité le truc. J'avoue que j'ai tellement twisté les trucs, c'est impossible. Donc, je faisais un mémoire en médiation culturelle. C'était ma spécialité de M2. Donc, la médiation culturelle, c'est un truc énorme. Et en gros, c'est comment est-ce que tu apportes une œuvre au public.
peut le dire très simplement. Donc ça prend un millier de formes différentes. Et moi, je faisais de la prod en cinéma, donc la médiation culturelle, il n'y avait pas vraiment. Et en fait, en m'arrangeant avec ma maître de mémoire, j'ai fait un mémoire sur comment est-ce que tu fais pour vendre un film aux gens qui vont te donner de l'argent. Donc, il y a de la médiation culturelle, en fait, en un sens. C'est plus de la négo que de la médiation, enfin, bon, ça a marché. Et donc, c'était une étude de cas sur l'un des films, en fait, qu'on était en train de faire. D'ailleurs, le film qui a gagné, je crois, le César du premier long métrage l'année d'après, qui s'appelle Scheherazade, de Jean-Bernard Marlin. Et c'était génial. C'était un film. Ce qui était très intéressant dans ce film, en fait, c'est que c'était un film qui se passait sur les quartiers nord de Marseille. C'était mi-documentaire. Donc, c'était vraiment dans les quartiers les plus pourris de Marseille. C'était sur l'histoire d'un mec qui sort de prison et qui devient le proxénète de sa copine. Donc, c'est très sordide. Et c'était des acteurs qu'on sortait de la rue. La fille était probablement une prostituée avant. Il y avait des histoires de crack et de machin, et le réalisateur était un ancien gitan du nord de Marseille, donc ça lui tenait vraiment hyper à cœur, cette histoire. Et donc, c'était incroyable, quoi. Et puis, il y avait une puissance narrative dans ce film qui était chouette, et qui se voyait vraiment dès la première lecture du scénario. Et en fait, moi, j'étais là pendant toute la pré-prod et le début du tournage, donc pendant tout le moment, justement, où on allait demander de l'argent à tout le monde. Donc, on allait demander de l'argent au CNC, on allait demander de l'argent à Arte, à France Télévisions, à la région PACA, enfin tous les endroits où on peut demander de l'argent quand on est prod, et c'était hyper chouette. Parce que du coup, comme j'avais dit que je faisais mon mémoire là-dessus, mon prod me disait, viens à toutes les réunions, tu parles pas, mais t'écoutes, et tu comprends, et tu fais ton mémoire là-dessus. Et c'était juste trop bien. Et donc, du coup, j'ai fait un mémoire de prod, alors que j'étais en médiation culturelle, mais ma maîtresse de mémoire m'a dit, c'est très bien, vous avez 15. Parfait. Ok. Et j'avais une autre question. Ouais, vas-y. Tu nous expliques que tu as commencé la mise en scène. Ta première mise en scène, c'était avec Jean de Malartic, ouais. Tu n'avais pas une formation particulière en mise en scène. J'ai l'impression que pour le cinéma, c'était pareil. C'est grâce à ton stage que tu as appris sur le terrain, la prod, etc. Et ma question, c'est est-ce que tu dirais que tu as appris sur le terrain, mais il y a, je suppose, un sens créatif de base à avoir. Est-ce qu'il y a un peu d'autres qualités? Enfin, c'est venu comme ça, tu as appris en faisant, ou à côté de ça, tu t'es quand même documenté pas mal, ou c'était juste du théâtre et tu l'as fait parce que première expérience de mise en scène, bam, tu passes ensuite à Avignon. Tu fais un stage, tu apprends et ensuite tu as des expériences comme ça. C'est, j'imagine, tu travailles aussi. Alors en fait, pour la mise en scène, ce que je vous ai pas dit, c'est que quand j'étais gamine en Turquie, j'avais tourné dans un film. Et moi, je ne me mettais pas en scène, hein, j'étais comédienne, j'avais 9 ans. Et ensuite, j'avais fait un petit peu de théâtre au collège et au lycée. Et donc, j'avais un peu vu à quoi ça ressemblait, quoi. Mais j'avais une notion un peu... Puis j'avais fait aussi l'option cinéma. Quand j'étais au lycée, j'ai passé le bac cinéma. Et donc, j'avais tourné un film. Et donc, j'avais quand même des idées, quoi. C'était pas très précis, mais au moins, j'avais une petite idée de comment ça marchait. Et... j'avoue que la mise en scène, je pense que c'était une véritable volonté créative. C'est-à-dire que j'avais compris ce que c'était qu'être comédien. Ça me plaisait. Mais je voulais voir, en fait, autre chose. Et je pense que c'était un peu dans la continuité des choses. Comme je disais, j'avais déjà fait pas mal de trucs à comédien. Je me suis dit, c'est quoi le next step? Et le next step, c'était la mise en scène. Et comment, en plus, on s'entendait très bien artistiquement et puis en tant qu'ami avec Jean de Malartic, c'est moi qui suis allée le voir, mais ça s'est fait tout seul, quoi. On était tous les deux d'accord sur ce qu'on voulait faire, on était tous les deux d'accord, on avait une vision commune. Mais j'avoue que pour lui comme pour moi, c'était flou. Et moi, je suis aussi partie à Avignon après avoir décidé que je faisais de la mise en scène pour voir des pièces, en fait, pour aller discuter avec des metteurs en scène, et puis pour avoir des idées, quoi, tout simplement pour me dire, ok, ça, tel message, ça part comme ça, mais du coup, comment on fait, machin, et puis aller rencontrer des troupes pour savoir comment eux ils travaillaient. Donc moi je me documentais en fait sur le terrain, et Jean lui était beaucoup plus dans la partie intellectuelle, plutôt dans la partie on lit, on théorise, etc. Et en fait ça marchait très bien parce que moi ça me faisait chier de lire des bouquins, j'avoue.
J'avais commencé Stanislavski, j'avais commencé Antonin Artaud, etc., où l'expérience le jeu du comédien, je sais plus, de Louis Jouvet. Donc j'avais commencé des bouquins, mais ça me faisait chier. J'avais besoin de vivre le truc, quoi. Et du coup, en rentrant d'Avignon, on a tout de suite commencé à travailler donc en août avec Jean. Enfin, on avait commencé à travailler avant, mais c'était très concret quand je suis rentrée en août, parce que du coup, c'était plus clair. Qu'est-ce que c'est qu'une troupe? Qu'est-ce que c'est qu'être metteur en scène? Maintenant, on arrive là, on est quand même complètement vierge de toute expérience concrète, et c'était aussi beaucoup de bon, bah voilà, on a une troupe, il faut qu'on fasse des auditions, il faut qu'on motive les gens, il faut qu'on ait un projet cool, et puis il faut qu'on ait une vision artistique. Et puis comment tu fais au jour le jour pour faire des fichues représentations, enfin des répétitions. Donc on a appris aussi sur le terrain, mais on avait beaucoup discuté en fait auparavant avec Jean, ce qui fait que je ne sais pas si on s'en est bien ou mal sorti, mais en tout cas, c'était satisfaisant. Et on s'était mis un objectif un peu trop haut, franchement. On était un peu trop ambitieux sur cette histoire. Une pièce en alexandrin de 2 heures, on était fous. Mais je pense qu'on n'est pas allé aussi loin qu'on le souhaitait, mais on n'avait pas le temps et pas les moyens, en fait, tout simplement. Mais on est allé aussi loin qu'on le pouvait. Et on s'est éclaté. Je crois que les membres de ma troupe se sont aussi vraiment éclatés et qu'on a fini par faire un truc où on était contents. Donc c'était chouette. Mais c'est vrai que c'était beaucoup de l'apprentissage aussi sur le terrain. C'est-à-dire, tu arrives une première fois, voilà, tu fais des choses que tu as l'habitude de faire, etc. Et puis ensuite, tu t'adaptes, quoi. C'est un peu genre, ah merde, donc lui, il réagit plutôt comme ça, lui, il pense plutôt comme ci. Donc on va aussi fine-tune, tu vois, genre, voilà, comment on utilise ça. Enfin, c'était vraiment du management. Et par contre, ce qui nous a beaucoup marqué tous les deux, c'est qu'on a lu du coup Improvisation et théâtre de Keith Johnstone, dont parlait Richard, parce que Jean était un fidèle disciple de Richard aux impros. Ce Jean a une génération de moins que moi à l'ESSEC. Et il avait commencé aussi par les impros pendant que moi je faisais ma première pièce. Mais et donc il avait lu le bouquin, il m'avait filé le bouquin, et en fait on a aussi énormément travaillé sur les statuts. Et pour moi, ce bouquin reflète la vie, la vraie en fait. Et pour moi, c'est une théorie en fait sur la domination et sur les relations de pouvoir entre les gens, ce bouquin. Et en fait, tu t'en sers tout le temps au théâtre. Et c'est vraiment une super clé d'entrée. Et donc, au début, on jouait beaucoup là-dessus pour faire sentir leur personnage. Et ensuite, tu affines. En tout cas, c'est comme ça qu'on a vu les choses. Et puis après, on a aussi affiné en fonction de nos besoins, etc. On avait besoin que ce soit un peu plus corporel, donc on a fait des trucs de yoga. On avait besoin que ce soit un peu plus intellectuel, donc on a fait plutôt ça. Et puis notre pièce était la pièce Chami. Donc on avait en plus 2 musiciens du Shamrock qui étaient en live avec nous, qui nous sonorisaient nos répétitions et qui ont fait donc une création en live pour les représentations. Donc on avait donc à la fois des créatifs comédiens et des créatifs musiciens à gérer. Mais c'était génial. Et ça se passait comment en fait? Ils improvisent sur certaines. Non, c'était pendant l'intégralité de la pièce. D'accord. C'était vraiment un choix esthétique qu'on avait fait dès le départ. On voulait en fait une sonorisation complète de la pièce. Alors, comment ça s'était passé? En fait, ils participaient à quasiment toutes nos répétitions. Et donc, on avait 2 chamis avec nous. Et en gros, ils samplaient. C'est-à-dire qu'ils avaient une super grosse banque de données de sons. Et ce qu'on leur avait demandé, c'est que les personnages on avait une inspiration Wagner pour la faire hyper classe. C'est-à-dire que chaque personnage avait un leitmotiv. Donc, une ligne mélodique. Et donc, on leur avait demandé de faire quelque chose dans ce goût-là. Et donc, c'était un peu pour les guider, quoi. C'était pour leur dire, bon, bah, cette scène-là, il y aura tel personnage, donc vous aurez besoin de cette telle ligne mélodique. Et puis, en venant en répétition, ils voyaient aussi l'orientation que vous voulez donner à la scène, ce qui leur permettait aussi, du coup, d'orienter leur propre musique pour pas toujours illustrer, mais soutenir ou bien venir un peu en contrepoint, etc. Enfin, on leur donnait, en fait, complète liberté de compositeur par rapport à la pièce qui était, du coup, assez cinématographique, hein, faut bien l'avouer. Et puis, on avait travaillé aussi avec un ingé lumière, qui était un ami à moi, qui nous a donc fait une création lumière spécifique et tout. Donc on en avait 2 en fait parce qu'on avait la création lumière pour Paris parce qu'il y avait beaucoup plus de matos avec des gobos, des gélades, des trucs et des machins. Et puis la création lumière pour Sergi où c'était plus restreint mais on s'est quand même bien amusé. Et ton dernière petite question de tuyau un peu moins artistique, comment tu as trouvé ce job dans un théâtre à Avignon? Parce qu'on
on sait quand même que c'est très demandé, ce genre de poste d'ouvreuse, etc., pendant le festival. Et c'est souvent un peu la jungle. C'est par relation, c'est par coup de chance. Non. Je suis allée sur le site du festival Avignon Le Off. Il y a des petites annonces. Et voilà. Oh bah, ça sonne plus simple d'un coup. Après, j'ai dû envoyer 25 lettres de motivation hein, parce que c'était pas simple. Mais sauf que là, en fait, c'était un tout petit théâtre. Je sais pas si vous êtes déjà allé à Avignon, mais à Avignon, il y a la rue des Lys et puis la rue des Teinturiers qui sont vraiment les grosses rues où il y a genre tous les théâtres. Et puis, il y a plein de petites rues beaucoup plus petites en fait au milieu entre le théâtre des Halles et la rue des Lys. Et en fait, le théâtre dans lequel j'étais était mais un micro-théâtre au bout d'une impasse que personne ne connaissait, qui n'avait pas d'argent. Donc je pense que comme c'était pas hyper populaire, il y avait peut-être moins de demandes. Mais c'était vraiment un truc familial, c'était tenu par un couple de 70 ans. Parfois, c'est juste des garages qui sont investis pendant le festival. Non, là, c'était un vrai théâtre, un vrai de vrai, mais oui, il était ouvert seulement pour le festival, mais c'était vraiment un truc minuscule, quoi. Trop bien. Oui. D'autres questions? Oui. Tu penses que ton envie de créer quelque chose, enfin d'être dans la création, tu penses que c'est un peu temporaire ou tu penses que c'est vraiment le long terme? Non, je pense que c'est le long terme en fait, parce que moi j'ai mis 6 ans à finir les secs, je pense que c'est pas anodin. C'est-à-dire que j'ai besoin de beaucoup de temps pour réaliser les choses. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, c'est pas moi qui réalise, c'est mon corps qui se casse des chevilles pour me dire bon là ça va pas. Mais en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes stages, de mes expériences, et puis même maintenant, que ce que j'aimais vraiment dans ce que je faisais, c'était pas l'organisation, c'était pas les budgets, c'était pas de me dire je veux faire cet événement et je vais le réaliser quoi. C'était vraiment plutôt avoir l'étincelle créative, la travailler et en faire quelque chose, tu vois, et en profiter pour rencontrer des gens qui m'intéressent. Et puis voilà, développer une idée et puis la mettre en place, mais que ce soit pas un truc qui soit déjà vu. C'est ça qui m'excite et c'est ça que je trouve chouette. Et donc c'est vraiment dans tous les stages que j'ai faits, c'était ça qui me faisait kiffer. Alors ça a pris des formes hyper différentes. Quand j'étais au Japon, par exemple, je designais des puzzles en 3D qu'on allait imprimer avec des imprimantes 3D pour des gamins, tu vois. Donc c'était ça, rien que ça. Mais ou alors quand je faisais de la photo, c'était vu que j'avais pas grand chose à faire et que j'avais un ami photographe qui n'avait pas non plus grand chose à faire, c'était décider quelle serait la meilleure blague qu'on ferait à nos collègues pour les embêter. C'est des trucs bêtes, mais c'est vraiment l'idée de moi je me rends compte maintenant que j'ai besoin de faire quelque chose qui soit pas complètement intellectualisé. J'ai besoin de me dire je sens quelque chose, je sais pas exactement dans quelle direction ça va aller, je sais pas exactement ce que je veux, mais il y a un fil là et je veux le tirer et je veux pas que ce soit trop intellectuel. Je veux que ce soit aussi quelque chose de l'ordre corporel, du manuel, et qui soit une vision, mais qui soit pas de l'organisation, quoi, qui soit pas un truc carré. Et c'est ça, en fait, qui me fait vraiment kiffer. Et c'est ça que j'ai aimé dans la mise en scène. Et d'ailleurs, j'ai fait une deuxième mise en scène l'année d'après. J'étais au 24 heures play avec Margot Debrade. On faisait de la co-mise en scène et on s'est tapé les plus grosses barres de notre vie et le plus gros stress de notre vie aussi, d'ailleurs. Et on a fait une pièce féministe avec un orgasme sur scène. On était un peu dingue. Et on s'est amusé comme des folles. Et c'était ça aussi qui était chouette. C'était à la fois de se dire, bon voilà, j'ai un fichu texte, dans 12 heures, il faut qu'il soit mis en place. Et puis, quelle vision on a, comment on fait pour y arriver. Et puis, tu rationalises pas, en fait. Tu vis une chose, quoi. Je pense que c'est vraiment de ça dont j'ai besoin. Et là, j'ai pas... dans le boulot que je fais actuellement, grâce au Covid, c'est un peu plus le cas, mais c'était pas le cas avant. Et dans la production de cinéma, ce qui est un peu l'idée que j'ai, et en fait, mon idée à long terme, ce serait de faire de la réalisation. Mais sauf que j'ai pas envie de passer les concours de la FEMIS et machin, ça me gonfle. Du coup, commencer par la prod, c'est bien parce que tu as déjà un point de vue artistique, tu travailles avec un réalisateur, tu as eu un apport artistique sur le film, en tout cas dans la manière dont je vois la prod. Et puis surtout, tu connais tous les rouages du cinéma. Et donc, une fois que tu connais bien tous tes rouages du cinéma, c'est plus facile de passer derrière la caméra.
Ok. Et au niveau de ton entourage, ta famille, tes parents et tes amis aussi qui sont pas comédiens, enfin, est-ce que c'est simple à assumer ce choix-là? Est-ce que ça te fait Non. pas peur parfois de me dire, enfin, passer par l'ESSEC, faire un DD, etc. Et puis après, voilà, se dire que finalement on veut faire quelque chose de manuel, de créatif, et pas de l'organisation, ce qui est un peu ce que font tous les essais, quoi, finalement. Bah ouais, alors c'est une excellente question et effectivement c'est très difficile. J'ai une famille qui a toujours été très stressée avec l'argent et qui, dans les faits, ne pouvait pas me payer tout ce que je voulais, et c'est le cas, et du coup, qui m'a toujours dit mais moi je voulais faire de l'archéologie, donc l'archéologie c'est pas un métier qui paye, quoi. Mais c'est mes parents qui m'ont dit non, fais un truc bien, fais un truc avec un diplôme, et après tu feras tes trucs un peu créatifs là. Bon, j'exagère, mes parents sont aussi des gens qui m'aiment beaucoup et qui voulaient que je sois heureuse, mais ils étaient quand même très, 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 très stressés avec l'argent et toute ma famille. Donc ça a été un moteur, ça a été un contre-moteur, en fait, assez compliqué. C'est aussi la raison pour laquelle toutes les expériences que j'ai faites, c'était des expériences où j'étais payée. Parce que je ne pouvais pas me permettre de ne pas avoir d'argent. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas avoir le luxe, en fait, de faire ce que je voulais sans gagner de l'argent à côté. Donc ça prend beaucoup de temps. En fait, c'est surtout le temps qui compte. Et puis, je me suis beaucoup sentie seule. J'avoue qu'à l'ESSEC comme à l'école du Loup, je me suis beaucoup sentie seule. Parce qu'à l'ESSEC, bon, j'avais des amis qui comprenaient, mais j'ai toujours eu l'impression d'être bizarre, mais pas suffisamment. Comment vous dire? C'est-à-dire qu'à la fois, je faisais rien comme tout le monde. Donc, je faisais le double diplôme à l'école du Loup. On était 3 hein, dans ma promotion à faire le double diplôme. Donc, on était vraiment personne. Mais en même temps, les 2 autres filles qui le faisaient avec moi, elles voulaient devenir conservateurs du patrimoine. Enfin, elles étaient full dans le truc lourd. Et moi, je voulais pas. Moi, je voulais juste faire un truc où on m'apprenait l'art parce que c'était fun. Mais je voulais pas être conservatrice du patrimoine, ça m'intéressait pas. Je voulais faire un truc où je pouvais créer avec l'art, où je voulais apprendre pour créer, pas pour juste pour dire ah c'est joli, on le conserve dans un musée. Et donc à l'école du Loup, j'étais perçue comme quelqu'un qui comprenait pas trop ce qu'elle foutait là. En plus, j'étais de l'ESSEC, donc j'étais une méchante capitaliste. Et à l'ESSEC, j'étais la fille qui faisait le double diplôme à l'école du Loup, qui était un peu chelou et qui du coup et qui n'était pas non plus dans un délire énorme. Enfin, je n'ai jamais été dans un énorme délire hyper, je ne sais pas, hyper élitiste ou quoi que ce soit. Donc c'était toujours un peu bizarre. J'étais toujours dans un entre-deux. Je le suis toujours un peu d'ailleurs. Dans un entre-deux mais elle est où ma voix dans tout ça? Et mes amis, j'avoue que j'ai quand même toujours fait attention d'avoir des amis qui comprenaient au moins un minimum pourquoi je faisais ça et qui ne se posaient pas de questions et qui ne me jugeaient pas. Donc mes amis avaient plutôt tendance à plutôt bien comprendre pourquoi je faisais ça, ou en tout cas à me soutenir. Mes amoureux aussi, ça dépendait lesquels. Mais j'avoue que je me suis sentie très 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 seule pendant longtemps. C'est un peu illustratif de la moitié de ma vie, qui était que j'avais un peu l'impression de me battre pour du vent, mais en même temps contre du vent, mais en même temps pour des choses qui me plaisaient vraiment, où j'avais vraiment idée que tant pis si ça leur plaît pas, mais moi je veux le faire. Mais c'est dur. C'est vraiment dur d'avoir des gens qui te disent tout le temps mais pourquoi? Mais t'es sûr? Et l'argent. Mais c'est possible. Ok. Super intéressant. Ma petite sœur a fait l'ESCP et maintenant fait de l'audit interne chez Hermès. Et ma grande sœur est avocate. Donc mes parents, en fait, me foutent un peu la pression aussi parce que mes 2 sœurs sont bien rentrées dans le moule, elles gagnent de l'argent, elles ont des boulots respectables, tout ça, c'est très bien. Et elles s'y plaisent, donc tant mieux pour elles. Moi, je suis très heureuse. Mais moi, non. Et du coup, il y a toujours un peu le stress de mais tu veux faire quoi, en fait? Et puis surtout, j'ai un prêt. Vu que j'ai fait un double diplôme, je ne pouvais pas faire d'apprentissage. Et donc, j'ai mon prêt de l'ESSEC à rembourser. Et ça, c'est un véritable stress. Parce que du coup, je dois rembourser une somme conséquente par mois. Et c'était aussi pourquoi le VIA était si important pour moi, parce que c'était le moyen d'avoir un poste à responsabilité en sortie d'école et bien payé. Parce que la Malaisie, le coût de la vie en Malaisie est quand même beaucoup, beaucoup plus bas. Et je suis payée en euros, un salaire pas dégueu, franchement. Et du coup, je peux, au moins pendant 2 ans, rembourser mon prêt sans me poser de questions. Mais je ne vous cache pas, quand j'ai eu mon VIA, la première chose que mon père m'a dit, c'est « Et dans 2 ans, tu fais comment pour gagner de l'argent quand même hein ?» Parce que, vous comprenez, c'est pas assez sûr.
Et au niveau des recrutements, après, tu es toujours resté, même si tu as fait plusieurs disciplines, la photo, le cinéma, le théâtre, tu es toujours resté dans la culture et l'artistique en général. Mais on t'a pas, t'es pas trop tombé sur des gens qui t'ont fait chier sur la cohérence globale de ça part de l'architecture, après en cinéma, le parfum, la photo, etc. C'est que l'enrichissement, hein, mais on t'a pas titillé là-dessus? Non, parce qu'en plus, là, c'était ça qui était bien dans le réseau français à l'étranger, et notamment dans le boulot que j'ai actuellement, qui est donc chargé de mission culturelle, donc ça veut dire que je touche à tous les arts à la fois. Sauf la musique, j'ai jamais eu d'expérience en musique auparavant. Non, au contraire, c'était bien, parce que du coup, ça veut dire que j'avais un background complet, que j'avais une vision complète, et au contraire, ils recherchaient ça. Ils recherchaient quelqu'un qui était vraiment polyvalent, qui avait touché à tout, et qui du coup avait une idée assez précise de comment ça marchait. Donc plutôt pas trop, non. Et en fait, souvent, en tout cas dans les métiers culturels, sauf si vous voulez faire un truc hyper technique, en fait, c'est plutôt bien d'avoir des accroches partout. Parce qu'il y a des ponts à faire tout le temps. Et bon, à part si la personne est relou en face et que vous n'avez pas passé tel concours et fait tel stage, ça existe, notamment dans les ministères et dans les ambassades, ou dans les collectivités territoriales. Mais en règle générale, non, c'est bien. Au contraire, c'est mieux. On m'a pas trop embêté avec ça. Cette expérience en Malaisie, ça te donne envie, quand tu auras terminé, de revenir en France, mais d'essayer de trouver quelque chose en France ou de repartir à l'étranger? Comme je disais, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est plutôt un métier créatif maintenant. Et le milieu culturel est quand même extrêmement positif. Enfin, si on accepte le coronavirus, est plutôt extrêmement favorable en fait en France. Beaucoup plus que dans tous les autres pays du monde, franchement. Et du coup, à moins d'avoir une opportunité incroyable qui se dégage dans un pays du monde que je connais pas, ou au Japon, parce que j'ai qu'une envie, c'est de retourner au Japon ou à Taïwan, c'était tellement bien, je pense pas. En vérité, je pense que je vais rentrer en France, et puis soit je fais de la prod en cinéma directement à condition qu'il y ait du boulot, soit je vais essayer de bosser dans un théâtre ou dans un cinéma. Intermittent, ça peut, en prod, je me rends pas compte. Tu peux avoir ce statut ou non? C'est que. Enfin, si tu peux, mais en fait, quand tu es producteur, c'est toi qui trouves l'argent et c'est toi qui payes les gens. Donc, en règle générale, en fait, tu as un apport en capital, c'est toi qui dirige ton entreprise. C'est un peu les capitalistes du cinéma. Eux et les Sofica, qui sont les banques en fait du cinéma, et les chaînes de télévision. C'est un peu la chaîne, c'est le contrôle dans la chaîne de production de valeur. Les producteurs. L'ESSEC t'a aidé un peu à ce niveau-là, du coup, j'imagine. Enfin, au moins le fait d'avoir fait ES et tout. Alors moi, ES, j'ai pas le moins de souvenirs de mes cours d'éco tellement je détestais ça. Mais en fait, paradoxalement, non. Enfin, ce que m'a appris l'ESSEC, c'était plus le travail en team, le travail par projet, la com. Ça, c'est important. Et puis des outils genre Excel, machin, ça, c'est toujours chouette. Mais en fait, on m'a plutôt reproché d'avoir fait l'ESSEC que vraiment on a vu ça comme un atout. Enfin, ça dépend de chacun. Mais dans le milieu culturel, les écoles de commerce sont pas une très bonne image. C'est un milieu très gauchiste. Hein. Et enfin, ça dépend. Non, il y a aussi des bons droitistes bien traditionnels, mais c'est plutôt un milieu gauche libéral qui n'aime pas les écoles de commerce, qui voient ça un peu d'un mauvais œil, genre on va marchandiser le secteur culturel, l'exception culturelle française, etc. Même si dans mon cas, moi j'ai pas du tout l'intention de faire ça, j'ai juste l'intention d'utiliser des skills que j'ai appris pour faire bien mon travail. J'ai pas forcément envie de transposer des valeurs très libérales à mon boulot. Donc non, mais même en fait, c'était l'une des raisons pour laquelle ça s'est super mal passé la dernière fois que je suis allée à Avignon. C'est parce qu'en fait, le metteur en scène, l'une des choses qu'il me reprochait, c'est que j'avais fait l'ESSEC et que j'étais la grande représentante du capitaliste, quoi. Et ce qui m'a paru aberrant, parce que moi, non. Si j'étais dans une troupe de théâtre et que je voulais les soutenir et que j'étais là pour faire de la création, c'est que clairement, j'étais pas capitaliste et que j'avais pas envie de les tuer, quoi. Mais bon. Donc plutôt l'école du Louvre, en fait. L'école du Louvre, c'était génial. Là, l'école du Louvre, les gens ouvrent les yeux en mode « Waouh, c'est trop bien, c'est le top du top de la culture !» Alors, ça n'a rien à voir avec le spectacle vivant.
Par contre, les secs, c'est un peu bizarre quand même. Est-ce que parfois tu regrettes d'avoir fait l'école du Louvre pour ça, justement, parce que c'est pas sur les arts vivants, ou les secs parce qu'on te l'a reproché, ou est-ce que t'es plus dans l'optique pas de regret, j'assume mon parcours complètement? Non, je regrette pas. Je pense que j'aurais pu faire autre chose et probablement que ma maturation serait allée plus vite. Probablement. J'en sais rien. Non, je regrette pas. Je regrette pas d'avoir fait l'ESSEC pour Comédia, parce que Comédia, c'était l'endroit où j'avais des projets, j'avais un truc artistique à faire, j'avais des copains, et ça, c'était chouette, et c'était vraiment ce qui m'a nourrie. Et mais à côté, et puis il y avait quand même un côté un peu hands-on, où t'as un projet, tu le fais, quoi. Et en fait, l'ESSEC, au bout d'un moment, s'en fout un peu que ce soit un projet d'audit ou de finance ou un projet de culture ou de communication. Donc, j'ai quand même toujours réussi à fouiller un peu sur les marges pour faire ce que je voulais. Donc non. Même si j'ai pas aimé les cours et j'aimais pas l'ambiance. Mais il y avait quand même des choses bien à faire, et puis ça m'a ouvert tellement d'opportunités, l'ESSEC, de partir au Japon, et puis de faire des stages improbables, genre un stage à mi-temps en photographie, le truc, c'est absurde, quoi. Et l'école Louvre, je regrette pas non plus, parce que là, par contre, les cours étaient incroyables. Effectivement, je voulais pas bosser dans un musée, mais par contre, d'un point de vue intellectuel, c'était dingue. Et ça me nourrissait vraiment beaucoup d'un point de vue intellectuel, ce que je ne trouvais pas à l'ESSEC. Et ouais, j'avais besoin qu'on me parle de trucs beaux, j'avais besoin qu'on me parle d'art, parce que sinon je dépérissais complètement, quoi. Et puis en plus, on me parlait de cinéma et j'adorais ça, donc c'était trop bien, quoi. Et on avait quelques projets, d'ailleurs, en fin de master, qui étaient plus des projets de groupe, de recherche, etc., où là, c'était plus de la mise en application, mais encore une fois, un peu comme on voulait, enfin, en négociant avec les marges. Et du coup, c'était aussi intéressant, même si j'aimais pas l'ambiance, et c'était compliqué pour moi. Mais non, je regarde pas. En fait, ça se complétait bien. J'ai réussi à prendre ce que je voulais dans les deux et à me construire avec ça. Et puis, l'école du Louvre, c'est aussi rencontrer des gens que tu ne rencontrerais pas. Il y a des gens... j'ai un super copain à l'école du Louvre qui se spécialise en dessin 18e siècle au musée de Besançon. D'où ça sort? Et il est dingue, et il va être conservateur du patrimoine, et il va avoir une vie de ouf. Donc je suis aussi hyper contente d'avoir rencontré des gens comme ça. En fait, ce que je pense, c'est que tout ça, ça m'a nourri artistiquement aussi. De voir de l'art tout le temps, de voir de la création à la fois ancienne et contemporaine. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup nourri. Alors, je sais pas si c'est ta façon de raconter ou si c'est vraiment ça, mais quand tu racontes tes stages, on a l'impression que vraiment tout est facile et que les opportunités arrivent comme ça, toutes seules, entre guillemets. Et du coup, est-ce que c'est vraiment ça, ou genre, comment est-ce que tu faisais pour chercher tes stages, pour dénicher toutes les opportunités que tu as eues pendant ton parcours? Alors, j'avoue que j'ai dû bien raconter mon histoire, parce que c'était pas simple du tout. Non, en fait, ce que j'ai beaucoup, beaucoup fait, c'est un milieu de réseau. Et moi, j'en avais pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis passée par Profil Culture. Quasiment tous mes stages, je les ai eus là. Puis j'ai pas mal bullshité. J'avais pas beaucoup de réseau, parce qu'en plus, comme je changeais de domaine à chaque fois, je pouvais pas me baser sur le réseau que j'avais construit avant. Sauf justement pour mon VIA, qui se base vraiment sur le réseau et sur l'expérience que j'ai eue dans mon stage de fin d'études, à Taïwan donc. Mais auparavant, et puis ça, je l'ai eu parce que j'ai fait un stage en prod. Mais mon stage en prod, le réseau de mon stage en prod m'a pas aidé pour avoir Taïwan. C'était juste que c'était la bonne expérience à avoir pour avoir Taïwan. Mais c'est plus ça, en fait. C'était plus genre, bon, là, il faut que je fasse un stage. Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce que j'ai comme opportunité? Et la raison pour laquelle j'ai aussi beaucoup changé de secteur, c'est que c'était en fonction des opportunités, en fonction de ce que j'obtenais, quoi. Parce que j'avais pas une idée forcément précise, sauf à la fin de ce que je voulais comme stage. Et du coup, c'était plus quelle opportunité j'ai. Et là, c'est vrai qu'avoir 2 diplômes prestigieux, bah, du coup, les gens pouvaient se dire « Ah, elle a fait l'école du Louvre et oublié les secs », ou « Oh, elle a fait les secs et oublié l'école du Louvre », et c'était quand même plutôt un bon atout. Mais j'avais pas un taux de réponse énorme, hein. J'avoue que j'ai un peu sorti le bulldozer et la machine de guerre à chaque fois que je voulais avoir un stage, et je renvoyais 5 candidatures par jour en faisant des recherches de ouf, en écrivant des lettres de motivation hyper personnalisées, et en stalkant les gens sur LinkedIn et en trouvant des adresses, parce que j'avais besoin de trouver des stages.
Et c'est dur, franchement, parce que du coup, ça veut dire que au maximum, j'ai fait ça pendant 3 mois. Et c'est vraiment dur parce que du coup, tu passes 3 mois à ne penser qu'à ça et à désespérer parce qu'au bout d'une semaine, on t'a pas répondu et que putain, quoi. C'est le truc que je voulais. Mais pas à force de ténacité. Mais en vrai, le réseau, ça marche beaucoup mieux quand même. J'ai eu une opportunité qui était due au réseau. Enfin, ça, j'en ai eu 2. Donc, j'ai eu l'opportunité d'aller 2e fois à Avignon, mais bon, ça s'est mal fini. Donc, on n'est plus trop en contact avec ce metteur en scène. Quoique encore un peu. Et puis, en fait, quand j'étais à Taïwan, j'ai rencontré un producteur français qui était intéressé par la coproduction franco-taïwanaise. Et parce qu'en fait, on faisait un marché du film. On organisait. Non. Le festival de Taipei, le festival du Golden Horse, qui est donc le festival de cinéma en langue chinoise, se tient à Taipei tous les mois de novembre. Et donc, c'est hyper intéressant pour beaucoup. Et il y a un marché du film, et donc, il y a plein de coproducteurs ou de producteurs internationaux qui viennent pour trouver des équipes de réalisation qui viennent pitcher leurs films et se faire coproduire à l'international. Et donc, on avait invité une dizaine de producteurs français à venir. Et donc, tu les rencontres tous, c'est génial, tout ça. En plus, on faisait beaucoup de coproductions franco-taïwanaises en termes de cinéma parce que c'est très, très actif. Et donc, j'avais rencontré un de ces producteurs qui était genre trop fan de moi. Je sais pas pourquoi. Et qui, du coup, m'a dit, bon, bah, quand tu rentres en France, tu m'appelles, je veux trop qu'on bosse ensemble. Donc, je suis rentrée en France. Je l'ai appelé, on s'est rencontrés. Il m'a dit, j'ai un putain de truc trop bien à Taïwan, on va faire un film, nanana, t'aurais pas des lits, des machins. Donc, il voulait m'utiliser comme fixeuse à Taïwan. En plus, je parlais un peu japonais, je parlais un peu chinois, parce que du coup, je l'avais appris quand j'étais à Taïwan. Et je connaissais bien Taipei. Mais j'étais pas à Taipei. Et du coup, il m'a dit, ouais, on fait ça, machin. Et puis, plus jamais de nouvelles. Et donc là, j'étais en mode, oh putain, mais trop bien, je vais avoir un premier job hyper trop cool, je vais être fixeuse et tout. Et en fait, rien. Et du coup, là, je me suis dit, bon, bah, laisse tomber. Et voilà, je reprends mon bulldozer et je réenvoie 250 lettres de motivation au monde entier, quoi. Donc, bon. Mais en fait, je pense que c'est tout l'intérêt d'une école de cinéma, de théâtre, d'art, de ce que vous voulez, c'est le réseau. Moi, j'ai pas du tout utilisé le réseau Alumni parce que j'ai regardé en fait ce qu'avait le réseau Alumni en termes culturels, mais c'est pas des choses qui m'intéressent. Mais mine de rien, avoir un réseau, pouvoir parler aux gens, pouvoir leur expliquer ce que tu veux faire, connaître des gens à qui tu peux compter, sur qui tu peux faire des retours d'expérience qui sont un peu tes mentors, c'est hyper important. Et moi, là, j'ai de la chance, j'en ai 2. J'ai 2 personnes à qui qui sont un peu mes mentors officieux. Donc, j'avais mon maître de stage à Taïwan, donc l'attaché audiovisuel de Taïwan, qui est un mec que j'adore. Et une productrice française, mais qui bosse au Luxembourg, qu'on a fait venir cette année en Malaisie, dans le cadre d'une coopération. Et on a passé 3 jours ensemble et on est devenues trop copines. Et du coup, on s'envoie des messages tout le temps. Et en fait, elle m'a dit, mais quand tu rentres en France, tu m'appelles, je vais essayer de t'aider à trouver du boulot. Et pareil pour le mec à Taïwan, qui me dit, mais j'ai trop confiance en toi et je veux t'aider. Et je pense que c'est important, en fait, de trouver ces gens-là, de s'y tenir. Mais c'est difficile. Et c'est de la chance. Beaucoup de chance. Et ça m'est arrivé, voilà, sur ces 2 dernières années, les années d'avant, voilà, il y avait cette histoire avec le metteur en scène, mais en fait, ça s'est mal passé. Donc, je vous fais croire que c'est facile, mais en vrai, non, c'était vraiment dur. Pour vous dire à quel point c'était compliqué, alors, on va partir dans la logistique du VIA. Je ne sais pas si quelqu'un est intéressé par un VIA ici, mais je vous le recommande, c'est hyper chouette. C'est difficile à avoir, mais c'est vraiment chouette si vous voulez bosser dans la culture. C'est en fait un VIA, donc c'est le ministère de la culture, le ministère des Affaires étrangères qui vous recrute. Donc, vous êtes obligé de passer un recrutement à Paris, un entretien de routine à Paris avec la personne administrative du ministère, qui en gros déclare si vous êtes apte ou non à partir à l'étranger et à faire cette mission. Et ensuite, vous avez un rendez-vous avec le poste en Skype. Donc, en Skype. Et donc, moi, j'étais à Taïwan et j'étais en shortlist pour partir à Bangkok. Et donc, j'étais à l'ambassade de France à Taïwan. Hein. Et donc, j'ai essayé de négocier avec le ministère en leur disant, mais je suis à l'ambassade de France, on a des connexions sécurisées, machin. Ils m'ont dit non, vous rentrez en France. C'était en février, je finissais mon stage en mars. J'avais pas d'argent. Je suis rentrée en France. Pendant 3 jours, je me suis tapé 12 heures d'avion 2 fois en 3 jours pour aller voir une meuf pendant 45 minutes pour qu'elle me dise « Ah ok, c'est bon, vous pouvez partir à Bangkok !»
Et finalement, donc j'ai eu mon entretien à Bangkok en Skype, et bon, finalement, je ne suis pas partie à Bangkok. Mais voilà, pour vous dire qu'il y a des choses aussi où des fois, il faut faire des choix, quoi, parce que c'était trop important pour moi, et effectivement, ça me coûtait une blinde, et allez, on chiait, et ça me faisait chier de rentrer 3 jours à Paris. J'étais dans un décalage horaire mais complet. En plus, c'était au moment du Nouvel An chinois, donc j'avais des vacances à Taïwan et je pouvais pas les passer. C'était horrible. Et en même temps, ça valait le coup parce que du coup, quand j'ai repostulé à tous mes autres VIA, donc ça passait toujours par le ministère des Affaires étrangères, bah, la meuf avait vu ma tête, m'avait kiffé, et du coup faisait passer mon dossier en top one sur tous les dossiers qu'elle envoyait, et du coup ça augmentait considérablement mes chances d'être prise, quoi. Donc bon, il y a des sacrifices qu'il faut faire, ou en tout cas il y a vraiment des choix à faire, mais c'est des choix difficiles en règle générale, et il faut être prêt à les assumer, quoi. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai toujours eu un peu le syndrome de l'imposteur. J'ai toujours eu l'impression que j'étais là par bullshit. C'était pas totalement faux. Mais en fait, une fois que tu y es, je me suis toujours dit, en fait, une fois que tu y es, une fois que les gens t'ont accepté, sauf si tu fais vraiment de la merde, bah, t'as un peu mérité ta position, quoi. T'as peut-être un peu bullshité pour l'avoir, mais si tu fais bien ton taf, au final, bah, c'est pas si grave. Et la preuve que ça marche, parce que j'ai fini par. Enfin, à peu près toutes mes expériences se sont soldées par des gens qui m'ont dit, si tu veux bosser avec nous, rappelle-nous. Bon, après, c'était peut-être parce que je faisais des choses qui me plaisaient, même si au départ, je savais pas si ça allait me plaire ou pas. Mais en tout cas, moi, en fait, la manière dont je marche, c'est que je pense qu'il y a 2 centres de moteur chez moi, c'est-à-dire il y a la tête, la raison, et il y a le cœur. Et quand ma tête ne sait pas, mon cœur sait, en règle générale. C'est-à-dire que quand j'ai un doute, et ben, je suis ce que mes tripes me disent, et ce que je sens, et ben, ça marche. J'ai mis 6 ans à me rendre compte. Donc, C'était le 6e épisode de C'était mieux avant, présenté par Comédia de l'ESSEC en compagnie de Julie Lofi. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que le témoignage de Julie vous a intéressé et que vous saurez puiser dans son expérience pour trouver votre voie, même si elle sort de l'ordinaire. À très vite pour un autre témoignage inspirant.